J'étais si excitée pour le dîner de Noël en famille. À 70 ans, j'avais enfin trouvé quelqu'un. Mais quand j'ai ouvert la porte et que mon fils a vu mon nouveau petit ami, il s'est complètement figé. Son visage est devenu pâle, il a commencé à transpirer et à murmurer seulement « Maman, pour l'amour de Dieu, tu ne sais pas qui est vraiment cet homme. » Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez d'où vous écoutez cette histoire. La neige tombait doucement sur Paris ce soir-là. Depuis la fenêtre de mon appartement du 16e arrondissement, je regardais les flocons valser sous les réverbères de la rue Spontini. Mon reflet dans la vitre me renvoyait l'image d'une femme que je reconnaissais à peine. Joues rosies, yeux brillants, un sourire que je croyais avoir oublié depuis la mort d'Henri, 8 ans plus tôt. 8 années de solitude. 8 années à regarder mes amies veuves sombrer dans la mélancolie, à refuser poliment les invitations de couples qui ne savaient plus comment me placer à table. 8 années à me réveiller dans un lit trop grand, dans un appartement trop silencieux, entouré de souvenirs qui sentaient la poussière et le regret. Et puis, il y a eu lui, Thomas. Je tournai le dos à la fenêtre et parcourus du regard mon salon. Tout était parfait. La table dressée avec ma porcelaine de Limoges, celle que ma mère m'avait offerte pour mon mariage. Les couverts en argent massif que je n'utilisais que pour les grandes occasions. Les verres en cristal de baccarat qui captaient la lumière des bougies et projetaient des arcs en ciel tremblants sur les murs blancs. Le sapin de Noël dans le coin, décoré avec les vieilles boules que mes enfants avaient fabriquées quand ils étaient petits. J'avais passé toute la journée à préparer ce dîner. Un chapon farci au marron, des légumes d'hiver rôtis au miel, une bûche glacée que j'avais commandée chez La Durée. Et le vin. Ah, le vin. Un Château Margaux 2005 que j'avais gardé précieusement dans ma cave, pour une occasion spéciale. Cette occasion, c'était ce soir. Ce soir, Thomas allait rencontrer ma famille, mon fils Alexandre, sa femme Léa, mes 2 petits-enfants, Emma et Louis. Ce soir, j'allais leur présenter l'homme qui avait réussi l'impossible, me faire croire à nouveau que la vie n'était pas finie. Je vérifiai mon reflet une dernière fois dans le grand miroir du hall. La robe en soie bleu nuit que j'avais achetée aux Galeries Lafayette tombait parfaitement sur ma silhouette que je m'efforçais de garder svelte. Mes cheveux argentés, coiffés en chignon bas, révélaient le collier de perles qu'Henri m'avait offert pour nos 25 ans de mariage. Mes mains tremblaient légèrement en ajustant les boucles d'oreilles assorties. « Tu es ridicule, Hélène », murmurai-je à mon reflet. « Tu te comportes comme une adolescente avant son premier rendez-vous. » Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Thomas avait réveillé en moi des émotions que je croyais enfouies à jamais. Sa façon de me regarder quand je parlais. Sa main qui trouvait naturellement la mienne quand nous marchions dans les jardins du Luxembourg. Son rire franc qui résonnait dans mon appartement trop silencieux et le remplissait soudain de vie. Nous nous étions rencontrés il y a 5 mois, lors d'une exposition à la Galerie Mahecht. J'étais seule, comme d'habitude, contemplant un Chagall quand il s'était approché. « Les amoureux de Vence », avait-il dit doucement, se tenant à quelques pas de moi. L'un des plus beaux hommages à l'amour jamais peint. Je m'étais tournée vers lui, grand, élégant, des cheveux grisonnants coiffés avec soin, des yeux d'un bleu perçant. Il portait un costume 3 pièces qui semblait avoir été taillé sur mesure. « Vous connaissez Chagall ?» avais-je demandé, surprise qu'un inconnu m'adresse la parole dans une galerie parisienne. « Je connais l'amour », avait-il répondu avec un sourire qui creusait des rides charmantes autour de ses yeux. Et quand on connaît l'amour, on comprend Chagall. Cette réplique aurait dû me paraître mièvre, excessive. Mais quelque chose dans sa voix, dans la sincérité de son regard, m'avait touché. Nous avions parlé pendant 2 heures, oubliant les tableaux autour de nous. Il m'avait invité à prendre un café. Le café s'était transformé en dîner. Le dîner en promenade. Les promenades en quelque chose que je n'osais pas encore nommer, mais qui ressemblait terriblement à du bonheur. La sonnette de l'interphone me tira de mes pensées. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je pressai le bouton. « Oui ?»« C'est moi, ma belle. » La voix de Thomas, chaude et enveloppante, fit naître un sourire sur mes lèvres. J'appuyai sur le bouton d'ouverture et me dirigeai vers la porte de l'appartement.
J'entendis ses pas dans l'escalier. Il refusait toujours de prendre l'ascenseur, prétendant qu'il devait garder la forme pour moi, et ouvrit avant même qu'il ne frappe. Il se tenait sur le palier, vêtu d'un costume sombre qui mettait en valeur sa stature imposante. Dans ses mains, un bouquet de roses blanches, mes préférées. Son visage s'illumina en me voyant. « Hélène, » murmura-t-il en s'approchant, « vous êtes éblouissante. » Il déposa les fleurs sur la console de l'entrée et prit mon visage entre ses mains. Son baiser fut doux, tendre, empreint d'une promesse qui me fit frissonner. Quand il s'écarta, ses yeux brillaient d'une émotion que je ne savais pas déchiffrer. « J'ai hâte de rencontrer votre famille, » dit-il en entrant dans l'appartement. « Surtout votre fils. Alexandre, c'est bien ça? » « Oui, il travaille dans le marketing. Un poste important dans une grande entreprise. Il va être en retard, comme d'habitude. Le travail, toujours le travail. » Thomas sourit, mais quelque chose de fugace passa dans son regard. Si fugace que je crus l'avoir imaginé. Un homme qui travaille dur, c'est admirable. Il se dirigea vers le salon, admirant les préparatifs. Je le suivis, mon cœur gonflé de fierté et d'anticipation. Dans quelques minutes, ma famille serait là. Dans quelques minutes, ma nouvelle vie allait vraiment commencer. Si seulement j'avais su. Si seulement j'avais remarqué la façon dont Thomas observait les tableaux sur mes murs avec l'œil d'un expert estimant leur valeur. La façon dont ses doigts effleuraient les objets précieux avec une familiarité calculée. La façon dont son sourire ne touchait jamais vraiment ses yeux quand il pensait que je ne le regardais pas. Mais j'étais aveugle. Aveugle de solitude, aveugle d'espoir, aveugle de ce sentiment dangereux qu'on appelle l'amour et qui nous fait voir ce que nous voulons voir plutôt que ce qui est vraiment là. La deuxième sonnerie retentit. « Les voilà !» m'exclamai-je, me précipitant vers l'interphone. Je ne savais pas encore que dans quelques secondes, ma vie parfaitement orchestrée allait exploser en 1000 morceaux. « C'est nous, maman !» La voix d'Alexandre résonna dans l'interphone, accompagnée des rires aigus d'Emma et Louis en arrière-plan. J'appuyais sur le bouton d'ouverture, le cœur battant. Thomas se tenait près de la cheminée, une main dans la poche de son pantalon, l'autre tenant un verre de cognac que je lui avais servi. Il avait l'air parfaitement détendu, comme s'il était chez lui. « Vous êtes nerveuse », observa-t-il avec un sourire amusé. « Un peu », admis-je en lissant ma robe. « C'est important pour moi qu'Alexandre vous apprécie. Nous sommes très proches, lui et moi, j'en suis certain. Un fils qui aime sa mère, c'est précieux. » Quelque chose dans sa voix me fit lever les yeux vers lui. Son expression était indéchiffrable, comme un masque parfaitement ajusté. Mais avant que je puisse analyser cette impression, la porte s'ouvrit. « Grand-mère ?» Emma, 8 ans, se précipita vers moi, suivie de près par Louis, 6 ans. Je les serrai contre moi, respirant leur odeur de shampoing à la fraise et de chocolat chaud. « Mes chéris, vous avez grandi depuis la dernière fois. Ça fait seulement 2 semaines, maman, » dit Léa en entrant, portant un sac rempli de cadeaux. Elle m'embrassa chaleureusement sur les 2 joues. « Bonsoir. Ça sent merveilleusement bon. Le chapon est presque prêt. Où est Alexandre? Il arrive. Il a dû prendre un appel important juste avant de monter. » Léa s'avança dans le salon et son regard tomba sur Thomas. Elle sourit poliment, mais je vis une lueur de curiosité dans ses yeux. Ma belle-fille avait toujours été protectrice envers moi depuis la mort d'Henri. « Léa, les enfants, je vous présente Thomas Beaumont. Thomas, voici ma belle-fille, Léa, et mes petits-enfants Emma et Louis. » Thomas s'approcha avec cette grâce naturelle qui m'avait séduite dès notre première rencontre. Il serra la main de Léa avec chaleur, puis s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des enfants. « Emma, Louis, votre grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Emma, elle m'a dit que tu adorais le ballet. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Oui, je viens de commencer les pointes. C'est formidable. Ma nièce était danseuse à l'Opéra de Paris. C'est un art magnifique qui demande beaucoup de discipline. Et toi, Louis, continua-t-il en se tournant vers mon petit-fils, ta grand-mère m'a dit que tu collectionnais les voitures miniatures? Louis hocha vigoureusement la tête, soudain timide. Thomas lui ébouriffa affectueusement les cheveux et se releva. Je sentis mon cœur fondre. Il était parfait avec les enfants. Naturel, attentif,
sans cette condescendance que tant d'adultes adoptent avec les petits. Léa me lança un regard approbateur. Je souris, soulagée. Au moins, elle semblait l'apprécier. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Désolée pour le retard, la voix d'Alexandre précéda son entrée. Ce client n'en finissait plus d'eux. Il s'arrêta net dans l'entrée du salon. Je me tournai vers lui, le sourire aux lèvres, prêt à faire les présentations. Mais ce sourire mourut sur mes lèvres quand je vis son visage. Alexandre était pâle. Pas simplement pâle, mais livide, comme si tout le sang s'était retiré de son corps d'un seul coup. Ses yeux, normalement d'un brun chaleureux, étaient écarquillés, fixés sur Thomas, avec une expression que je n'avais jamais vue chez mon fils. De la terreur. De la pure et absolue terreur. La bouteille de champagne qu'il tenait glissa de ses doigts soudain inertes. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. La bouteille tomba au ralenti, tournoyant dans l'air. Je la vis percuter le sol de marbre blanc de l'entrée, exploser en 1000 éclats de verre qui volèrent dans toutes les directions. Le champagne se répandit comme une tache de sang doré, éclaboussant les murs blancs, le tapis perçant, les chaussures d'Alexandre. Mais personne ne bougea. Emma et Louis s'étaient tus, sentant instinctivement que quelque chose de terrible venait de se produire. Léa avait porté une main à sa bouche. Thomas était resté parfaitement immobile, son verre de cognac toujours à la main, son visage impassible. Et Alexandre, mon fils, mon Alexandre. Il tremblait, de tout son corps. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, malgré le froid de décembre. Alexandre? Ma voix sortit étranglée. Qu'est-ce qui se passe? Il ne répondit pas. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux ne quittèrent pas Thomas, comme s'il voyait un fantôme. Ou pire, quelque chose de bien pire qu'un fantôme. « Chérie », murmura Léa en s'approchant de lui, la main tendue. « Tu vas bien ?» Alexandre recula d'un pas, manquant de glisser sur le champagne répandu. Il agrippa le mur pour ne pas tomber. C'est alors que Thomas bougea. Un simple pas en avant, lent, mesuré. Il posa son verre sur la table basse avec une délicatesse presque obscène dans ce chaos soudain. Puis, il tendit la main vers mon fils. « Bonsoir, Alexandre. » Sa voix était douce, presque tendre. Quelle surprenante coïncidence. Le mot « coïncidence » résonna dans le silence comme un coup de fouet. La façon dont il le prononça, avec cette emphase subtile, me fit frissonner sans que je comprenne pourquoi. Alexandre fixait la main tendue, comme si c'était un serpent prêt à mordre. Il ne la prit pas. Ses poings se serrèrent contre ses flancs, les jointures blanches. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de mon fils était rauque, brisée, à peine audible. « Qu'est-ce que tu... Comment tu... » Les enfants, intervint Léa d'une voix que je ne lui connaissais pas, tendue, contrôlée. « Allez dans la chambre de grand-mère, maintenant. » Mais maman... Maintenant, Emma. Les enfants obéirent, sentant que ce n'était pas le moment de protester. Leurs petits pas résonnèrent dans le couloir, puis une porte se ferma. Je me tournai vers Alexandre, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose de terrible était en train de se produire et je ne comprenais pas quoi. « Alexandre, dis-je en m'approchant de lui, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez ?» Mon fils leva enfin les yeux vers moi. Ce que je vis dans son regard me coupa le souffle. De la douleur, de la peur et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, à du désespoir. « Maman », murmura-t-il, sa voix tremblante. « Maman, qu'est-ce que cet homme fait chez toi ?» Je fronçai les sourcils, désorienté par la question. « C'est Thomas. Je t'ai dit que j'avais rencontré quelqu'un. Je voulais que tu fasses sa connaissance. » « Non. » Alexandre secoua la tête violemment. « Non, non, non. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas. Maman, cet homme. » Il s'arrêta, cherchant ses mots, ses yeux allant de moi à Thomas, puis revenant vers moi. « Cet homme est mon patron, » lâcha-t-il finalement. Les mots flottèrent dans l'air, incompréhensibles au début. Je les répétais mentalement, essayant de leur donner un sens. « Ton patron ?» répétai-je stupidement.
Thomas Beaumont, directeur général de Beaumont & Associés. Alexandre serra les dents. Mon patron depuis 4 ans. Je me tournai lentement vers Thomas. Il n'avait pas bougé. Son visage restait parfaitement calme, presque amusé, comme s'il assistait à une pièce de théâtre particulièrement divertissante. « C'est vrai ?» demandai-je, ma voix montant malgré moi. « Tu savais qu'Alexandre était mon fils ?» Thomas inclina légèrement la tête, un demi-sourire aux lèvres. Naturellement. Le monde bascula. Naturellement. Comme si c'était une évidence. Comme si c'était normal. Depuis quand? Ma voix était devenue glaciale. Depuis quand tu sais? Depuis le début, Hélène. Depuis notre première rencontre à la galerie Maeckt. Il fit une pause, savourant visiblement chaque mot. Ce n'était pas une coïncidence. Je savais exactement qui vous étiez. Je savais que vous seriez là ce jour-là. J'ai tout planifié. Les mots de Thomas résonnaient dans ma tête comme une cloche fêlée. Je savais exactement qui vous étiez. J'ai tout planifié. Je reculai d'un pas, puis d'un autre. Mon dos heurta le mur. La pièce tournait autour de moi, les visages se brouillaient. Léa avait passé un bras protecteur autour d'Alexandre qui semblait sur le point de s'effondrer. « Planifié ?» répétai-je dans un souffle. « Planifié, quoi ?» Thomas soupira, comme si ma question l'ennuyait. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant la neige qui continuait à tomber sur Paris. Ses mains étaient croisées dans son dos, sa posture parfaitement détendue. On aurait dit un homme admirant un paysage, pas quelqu'un qui venait de détruire mon monde en quelques phrases. « Hélène, dit-il sans se retourner, vous êtes une femme intelligente, une veuve fortunée, propriétaire de cet appartement magnifique dans l'un des quartiers les plus chers de Paris, héritière d'une galerie d'art prospère, collection de tableaux, bijoux, antiquités. » Il se tourna enfin vers moi, et pour la première fois, je vis son vrai visage. Pas de chaleur, pas de tendresse, juste un calcul froid, méthodique. « Vous pensiez vraiment qu'un homme comme moi tomberait amoureux de vous par hasard ?» La phrase me gifla avec la force d'un coup de poing. Je sentis mes jambes se dérober sous moi. Alexandre se précipita vers moi, mais Thomas leva une main, l'arrêtant net. « Reste où tu es, Alexandre, à moins que tu ne veuilles que certaines informations sur ton département deviennent publiques ?» Mon fils se figea, le visage déformé par la rage et l'impuissance. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, ma voix tremblante. Thomas sourit. « Demande à ton fils. Demande-lui ce qu'il a découvert il y a 6 mois. Demande-lui pourquoi il n'en a jamais parlé. » Je me tournai vers Alexandre. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Maman, il y a 6 mois, coupa Thomas en revenant s'asseoir tranquillement dans le fauteuil près de la cheminée, ton fils très consciencieux a découvert certaines irrégularités dans les comptes de l'entreprise, des millions d'euros détournés, des fonds disparus, des investisseurs floués. » Alexandre ferma les yeux, la honte et la douleur gravées sur son visage. « Il a voulu faire ce qui était juste, » continua Thomas en sirotant son cognac. « Il a voulu me dénoncer, mais je l'ai convoqué dans mon bureau, et je lui ai montré des choses, des photos. » Sa voix se fit plus douce, presque tendre, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Des photos de Léa sortant de l'école où elle enseigne. Des photos d'Emma et Louis dans la cour de récréation. Des horaires précis, des trajets quotidiens. J'ai simplement expliqué à Alexandre à quel point les accidents pouvaient arriver facilement. Un enfant qui traverse la rue au mauvais moment. Une femme qui rentre seule le soir. Les statistiques sont effrayantes, tu sais. « Monstre !» cracha Léa, les larmes coulant sur ses joues. « Vous êtes un monstre !» Thomas haussa les épaules. « Je suis un homme d'affaires. Je protège mes intérêts. » Je regardais cet homme que j'avais embrassé quelques minutes plus tôt. Cet homme dont j'avais cru aimer la voix, le rire, la présence. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu ne rien voir? « Et moi ?» demandai-je, ma voix brisée. « Qu'est-ce que je suis dans tout ça ?» Il me regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Tu es le prix du silence d'Alexandre. Et aussi, je dois l'admettre, une cible très lucrative. Une veuve seule, vulnérable, désespérée d'affection. Tu as été d'une facilité déconcertante, Hélène. Chaque mot était un coup de poignard.
Je pensais à tous ces moments que j'avais chéris. Nos promenades au Luxembourg, nos dîners aux chandelles, ces compliments qui me faisaient rougir comme une jeune fille. Tout était faux. Tout n'était qu'une manipulation calculée. Depuis 6 mois, Alexandre vivait dans la terreur. Il me voyait tomber amoureuse de l'homme qui menaçait sa famille. Il devait se taire, impuissant, pendant que je m'enfonçais plus profondément dans ce piège. « Tu savais » murmurai-je en me tournant vers mon fils. « Tu savais et tu ne m'as rien dit. » Alexandre s'effondra. Les sanglots secouèrent son corps. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai essayé. J'ai essayé de te mettre en garde, de te dire de faire attention, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas te dire la vérité. Il aurait fait du mal à Léa, aux enfants. Je ne pouvais pas prendre ce risque. La douleur dans sa voix me déchira le cœur. Mon fils avait vécu un cauchemar pendant 6 mois, prisonnier du silence, regardant sa mère tomber dans les griffes de son bourreau. « C'est touchant, vraiment, » dit Thomas en se levant. « Mais maintenant que tout est à découvert, parlons affaires. Hélène, j'ai préparé quelques documents pour toi. » Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la déposa sur la table basse. Des papiers légaux. Un transfert de propriété. Des procurations. Quelques signatures et je pourrai gérer tes actifs. Pour ton bien, bien sûr. Je fixai l'enveloppe comme si c'était un serpent. Tu es fou si tu penses que je vais signer quoi que ce soit. Thomas soupira. C'est dommage. J'espérais que nous pourrions régler cela civilement. Mais si tu refuses... Il sortit son téléphone de sa poche. Un simple appel et demain matin, les autorités recevront un dossier complet sur les malversations de l'entreprise, avec des preuves soigneusement fabriquées impliquant Alexandre. Il ira en prison, Hélène, pour des années. « Non !» criai-je. « Non, Alexandre n'a rien fait, justement. Mais qui le croira? Un employé qui avait accès au compte, qui a manipulé les chiffres. J'ai des documents signés de sa main. Des emails qu'il ne se souvient pas d'avoir envoyés. J'ai tout préparé méticuleusement. Il s'approcha de moi, si près que je pouvais sentir son eau de Cologne, cette même fragrance qui m'avait fait tourner la tête quelques semaines plus tôt. Alors, voilà le marché, Hélène. Tu signes ces papiers, tu me donnes accès à ta fortune, et Alexandre reste libre. Ses enfants gardent leur père. Sa femme garde son mari. Et toi ? Tu gardes l'illusion qu'un homme t'a aimé pendant quelques mois. Ce n'est pas si mal, non? Je le regardais dans les yeux. Ces yeux que j'avais trouvés si beaux, si profonds. Je n'y voyais maintenant que du vide. Un vide glacial, inhumain. Tu n'es qu'un manipulateur, un escroc. Tu crois vraiment que je vais te laisser gagner? Il sourit. Tu n'as pas le choix, à moins que tu ne sois prête à sacrifier ton fils. Le silence retomba dans la pièce. Un silence lourd, suffocant. Alexandre pleurait silencieusement, le visage enfoui dans ses mains. Léa le serrait contre elle, impuissante. Thomas attendait, sûr de sa victoire. Et moi? Je me tenais là, au milieu des débris de ma vie, face à un choix impossible. Mon argent ou mon fils, ma dignité ou sa liberté. Mais quelque chose en moi refusait de céder. Quelque chose de profond, d'ancien. Une force que je croyais avoir perdue depuis la mort d'Henri. La colère. Une colère froide, déterminée. Je pensais aux autres femmes dont Thomas avait parlé. Combien en avait-il détruites? Combien avaient signé, honteuses, terrifiées, puis s'étaient retrouvées ruinées, brisées? Non, pas moi. Pas comme ça. Je me redressai, essuyant les larmes qui coulaient sur mes joues. Très bien, dis-je, d'une voix que je ne reconnus pas moi-même. Je vais signer tes papiers. Maman. Non. Alexandre se leva brusquement. Ne fais pas ça, je préfère aller en prison plutôt que de te voir. Je levai la main, l'interrompant. J'ai dit que j'allais signer, mais à une condition. Thomas fronça les sourcils, méfiant. Quelle condition? Je veux que tu me dises tout. Depuis le début. Comment tu as fait? Comment tu as tout planifié? Je veux connaître toute l'histoire. Il me regarda longuement, cherchant le piège. Puis il rit. Pourquoi pas? Après tout, tu as le droit de savoir à quel point tu as été naïve. Il se rassit, croisant les jambes, parfaitement à l'aise. Tout a commencé il y a 6 mois,
quand Alexandre a découvert mes activités. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il détaillait avec une fierté obscène chaque étape de sa manipulation, je faisais quelque chose qu'il ne remarquait pas. Ma main droite, cachée dans les plis de ma robe, tenait mon téléphone portable, et j'enregistrais chaque mot. Thomas parlait avec une aisance déconcertante, comme un professeur donnant une conférence sur son sujet de prédilection. Mon téléphone, caché dans ma main tremblante, enregistrait chaque mot. Je devais le faire parler le plus longtemps possible. Je devais obtenir des aveux complets. Quand Alexandre a découvert les détournements, continua-t-il en sirotant son cognac, j'ai su que j'avais un problème. Ton fils est beaucoup trop honnête, Hélène. Une qualité admirable mais terriblement gênante dans le monde des affaires. Comment as-tu su qu'il avait découvert ? Demandai-je, forçant ma voix à rester stable. Je surveille tout dans mon entreprise. Email, ordinateur, déplacement. Quand Alexandre a commencé à copier des fichiers, à consulter des dossiers confidentiels, j'ai su qu'il fallait agir rapidement. Il se tourna vers mon fils avec un sourire condescendant. « Tu pensais vraiment être discret, Alexandre ? J'ai des systèmes de surveillance que tu ne peux même pas imaginer. J'ai vu chaque fichier que tu as téléchargé, chaque recherche que tu as faite. » Alexandre serrait les poings, la mâchoire crispée. « Et les menaces contre ma famille ? Comment tu as eu toutes ces informations ?» Thomas rit. C'est étonnamment facile de nos jours. Les réseaux sociaux, les habitudes quotidiennes, tout est accessible. Léa poste des photos de l'école des enfants. Tu partages vos restaurants préférés. En quelques jours, j'avais un portrait complet de ta vie. Il marqua une pause, savourant son récit. Et puis j'ai eu cette idée brillante. Pourquoi simplement te faire taire quand je pouvais transformer la situation à mon avantage ? C'est là que je suis entré en jeu, murmurai-je, la nausée montant dans ma gorge. Exactement. Thomas se leva et s'approcha de la fenêtre. J'ai fait mes recherches sur toi, Hélène. Veuve depuis 8 ans. Aucune relation sérieuse depuis. Fortuné, mais solitaire. Vulnérable. Le profil parfait. Il se tourna vers moi, ses yeux bleus glacés. J'ai découvert que tu fréquentais régulièrement la galerie Maecht, tous les premiers lundis du mois, comme une horloge. J'ai simplement attendu, puis je me suis arrangé pour être là au bon moment, devant le bon tableau. Les amoureux de Vence, chuchotai-je, me rappelant ce moment que j'avais cru magique, un choix stratégique. Chagall et l'amour. Parfait pour une veuve romantique cherchant à croire encore aux contes de fées. Thomas sourit. Et tu as mordu à l'hameçon si facilement. 2 heures de conversation et tu étais déjà sous le charme. La honte me brûlait les joues, mais je continuais à enregistrer. Continue, dis-je d'une voix blanche. Je veux tout savoir. Après notre première rencontre, j'ai cultivé la relation. Lentement, patiemment. Des cafés, des dîners, des promenades. Je te complimentais, je t'écoutais parler de Henri, de ta solitude. Je jouais le rôle de l'homme parfait que tu attendais depuis des années. Et pendant ce temps, dis-je, tu surveillais Alexandre. Bien sûr. Thomas retourna s'asseoir. Chaque fois que je te voyais, je lui rappelais subtilement ma présence dans ta vie. Un commentaire par-ci, une allusion par-là. Il vivait un enfer, sachant que le monstre qui menaçait sa famille séduisait sa mère. Je regardais Alexandre. Son visage était ravagé par la culpabilité et le chagrin. « Maman, murmura-t-il, j'ai essayé de te protéger. J'ai essayé de te faire comprendre sans te dire la vérité. Je te suppliais de faire attention, de ne pas aller trop vite. Je me souvins alors de tous ces moments où Alexandre avait semblé étrange, distant. Ses questions insistantes sur Thomas, ses mises en garde voilées, son inquiétude constante. Je les avais interprétées comme de la jalousie, comme la difficulté d'un fils à accepter que sa mère refasse sa vie. J'ai été aveugle, dis-je, les larmes coulant à nouveau. J'étais tellement heureuse de me sentir vivante que je n'ai rien vu. L'amour rend aveugle, Hélène. Thomas se pencha en avant, les coudes sur les genoux. C'est ce qui en fait une arme si efficace. Tu voulais tellement croire en moi que tu as ignoré tous les signes. Quels signes ? Demanda Léa, parlant pour la première fois depuis un moment. Sa voix tremblait de rage contenue. Les incohérences dans mes histoires. Les appels que je ne prenais jamais en ta présence.
les week-ends où j'étais soi-disant en déplacement professionnel. Thomas compta sur ses doigts. Le fait que je ne t'ai jamais présenté à ma famille ou mes amis, que tu ne sois jamais venu chez moi, que je connaissais tous tes détails intimes, mais que toi, tu ne savais presque rien de moi. C'était vrai. Je réalisais maintenant à quel point notre relation avait été déséquilibrée. Je lui avais ouvert mon cœur, ma vie, ma maison. Lui ne m'avait donné que des miettes, des fragments soigneusement calculés pour maintenir l'illusion. « Et ce soir ?» demandai-je. « Pourquoi ce soir? Pourquoi révéler tout maintenant ?» Thomas haussa les épaules. « Parce que c'était le moment. 5 mois de préparation. Tu es amoureuse de moi, Hélène. Tu me fais confiance. Tu aurais signé n'importe quoi si je te l'avais demandé gentiment. Mais je voulais aussi envoyer un message à Alexandre. » Il se tourna vers mon fils, son visage durcissant. Un message pour lui rappeler qui contrôle sa vie, pour lui montrer que je peux tout prendre, sa carrière, sa mère, sa liberté, tout. « Tu es malade, » cracha Alexandre. « Tu es un psychopathe. Je suis un homme qui comprend le pouvoir de l'information, le pouvoir de la peur, le pouvoir de la manipulation émotionnelle. » Thomas se leva, lissant son costume. « Et maintenant, Hélène, assez parlé. Il est temps de signer ces documents. » Il ramassa l'enveloppe sur la table et me la tendit. À l'intérieur, je pouvais voir des dizaines de pages de jargon légal, des transferts de propriété, des procurations, des autorisations bancaires. Si je signais, je lui donnais accès à tout. Mon appartement, mes comptes, ma galerie, le fruit de toute une vie de travail. Et si je refuse ? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Alors demain matin, la police reçoit un dossier complet impliquant Alexandre dans les détournements de fonds. Il marqua une pause pour laisser ses mots faire leur effet. J'ai des preuves irréfutables, des signatures contrefaites, des transactions effectuées depuis son ordinateur, des témoins que j'ai payés pour confirmer sa participation. Ce sont des mensonges, protesta Alexandre. Personne ne croira. Oh, ils croiront. Thomas l'interrompit froidement. Parce que j'ai passé 6 mois à construire ce récit. Chaque détail est parfait. Chaque pièce à conviction est irréprochable. Tu iras en prison, Alexandre. Et pendant que tu y seras, ta famille perdra tout. Votre maison sera saisie pour payer les dommages. Léa perdra son emploi. Emma et Louis grandiront en sachant que leur père est un criminel. Sa voix se fit plus douce, presque tendre. Ou bien ta mère signe ses papiers et tu continues ta vie. Un choix simple, vraiment. Je regardais Alexandre, puis Léa, puis l'enveloppe dans ma main. Mon téléphone continuait d'enregistrer, caché dans les plis de ma robe. Combien de temps encore devais-je le faire parler? Avais-je assez de preuves? Il y a d'autres femmes, n'est-ce pas? Demandai-je soudain. Je ne suis pas la première. Thomas sourit, un sourire de pure satisfaction. Non, tu n'es pas la première, et tu ne seras probablement pas la dernière. Combien? 5 avant toi. Toutes veuves, toutes fortunées, toutes seules. Il compta sur ses doigts comme s'il énumérait des trophées. Martine Dubois à Lyon, Catherine Lefort à Bordeaux, Isabelle Moreau à Toulouse, Sophie Arnaud à Marseille, et bien sûr Françoise Petit, ici même à Paris. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ma voix était à peine audible. Oh, elles vont bien! Enfin, aussi bien qu'on peut aller quand on a tout perdu. Thomas rit. Martine vit maintenant dans un petit studio à la périphérie de Lyon. Catherine a dû vendre sa maison familiale. Isabelle. Eh bien, Isabelle a eu une petite dépression nerveuse, mais elle s'en remettra. Il parlait de ces femmes comme de simples statistiques, sans la moindre trace d'empathie ou de remords. Chacune d'elles avait été où j'étais maintenant. Chacune avait cru en lui, l'avait aimé, lui avait fait confiance, et chacune avait été détruite. Pourquoi elles n'ont pas porté plainte? Demanda Léa. Parce que j'ai tout fait légalement. Thomas écarta les mains. Elles ont signé les documents de leur plein gré. Elles ont fait des dons, des transferts, des investissements, tout parfaitement légal. Et quand elles ont réalisé ce qui s'était passé, il était trop tard. De plus, la honte. Il laissa le mot flotter dans l'air. La honte est un outil puissant. Aucune de ces femmes ne voulait admettre qu'elle avait été dupée, qu'elle avait été assez stupide pour tomber amoureuse d'un escroc.
Elles ont préféré souffrir en silence. Je sentis la rage monter en moi, une rage froide, calculée. Cet homme avait détruit des vies sans le moindre remords. Il se tenait là, dans mon salon, vantant ses crimes comme s'ils étaient des réalisations dont être fier. « Tu ne t'en tireras pas, » dis-je calmement. « Oh, mais je m'en tire toujours, Hélène. » Thomas s'approcha de moi, si près que je pouvais voir les pores de sa peau, parce que je suis plus intelligent que mes victimes, plus patient, plus méthodique. Il tendit la main vers mon visage. Je reculai instinctivement. Il rit. « Même maintenant, tu recules. Tu me détestes, n'est-ce pas? Mais tu signeras quand même. » Pour Alexandre. Thomas se tenait devant moi, sûr de sa victoire. Son arrogance remplissait la pièce comme un gaz toxique. Je serrais mon téléphone dans ma main, priant pour qu'il continue à enregistrer, pour que la batterie tienne encore. « J'ai une dernière question, » dis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Comment as-tu réussi à manipuler les comptes de l'entreprise sans te faire prendre ?» Thomas sourit, flatté par mon intérêt. « C'est l'art de la discrétion. J'ai créé un réseau de sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Luxembourg, îles Caïmans, Suisse. L'argent circule, se transforme, disparaît des radars. » Il retourna vers son verre de cognac, le vida d'un trait. Alexandre travaillait sur le projet Marseille, un projet de 3 millions d'euros. J'ai simplement détourné les fonds progressivement, en falsifiant les factures, en créant de faux fournisseurs. Brillant, vraiment. Et personne ne s'en est aperçu, demandai-je. Les auditeurs externes sont faciles à tromper quand on sait comment présenter les chiffres. Thomas riait maintenant ouvertement. J'ai des comptables complices, des avocats qui ferment les yeux. Tout le monde a un prix, Hélène. Tout le monde. Même les avocats qui t'aident sont complices? Certains savent, d'autres non. Ceux qui savent sont bien payés pour leur silence. Thomas se rassit, croisant les jambes avec une nonchalance insultante. J'ai un avocat à Genève qui blanchit l'argent, un comptable à Londres qui crée les fausses factures, un notaire à Paris qui prépare les documents pour mes conquêtes. Il prononça ce dernier mot avec un plaisir sadique. Chaque conquête comme toi rapporte entre 2 et 5 millions d'euros. En 10 ans, j'ai accumulé plus de 20 millions. Tout ça en jouant sur la solitude et le désespoir de veuves naïves. Je sentis mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Chaque mot qu'il prononçait était une confession. Chaque détail était une preuve supplémentaire. Continue de parler, pensais-je. Continue de te vanter. Et les menaces contre les familles, comment tu t'assures qu'elles ne parlent pas après? Oh, la peur est un excellent motivateur. Thomas se pencha en avant. Même après avoir tout perdu, mes victimes se taisent, parce qu'elles savent que je peux encore leur faire du mal. Un accident de voiture, un cambriolage qui tourne mal. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Ses yeux se posèrent sur Alexandre. Ton fils le sait bien. Pendant 6 mois, il a vécu avec cette peur. Chaque fois qu'il embrassait ses enfants le matin, il se demandait si ce serait la dernière fois. Chaque fois que Léa rentrait tard du travail, il retenait son souffle jusqu'à ce qu'elle franchisse la porte. Alexandre tremblait de rage contenue. « Tu es un monstre. Je suis un homme d'affaires », corrigea Thomas froidement. La seule différence entre moi et les PDG respectés, c'est que je ne me cache pas derrière la légalité pour justifier mes actions. J'assume ce que je suis. « Et qu'est-ce que tu es ?» demandai-je, la voix chargée de dégoût. « Un prédateur. » Thomas sourit. « Le monde est divisé entre prédateur et proie, Hélène. J'ai choisi mon camp il y a longtemps. » Il se leva brusquement. Toute trace d'amusement disparut de son visage. « Maintenant, assez de conversation. Tu signes ces papiers ou j'appelle mes contacts à la police. Tu as 30 secondes pour décider. » Je regardais l'enveloppe dans ma main. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. 30 secondes. 30 secondes pour détruire ma vie ou celle de mon fils. « Maman, non !» supplia Alexandre. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je préfère aller en prison plutôt que de te voir. »« Tu iras en prison, » l'interrompit Thomas, « et ta famille souffrira. Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Le silence retomba. Un silence lourd, étouffant. La neige continuait de tomber dehors,
indifférente au drame qui se jouait dans mon salon. Les bougies vacillaient sur la table dressée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Je pensais à Henri, à ce qu'il dirait s'il était là. Henri, qui m'avait toujours appris à me battre, à ne jamais céder face à l'injustice. Henri qui m'avait aimé pour ma force, pas pour ma faiblesse. Je pensais aux autres femmes. Martine, Catherine, Isabelle, Sophie, Françoise, toutes brisées, toutes silencieuses, toutes vivant avec la honte et la peur. Non, pas moi. J'ouvris l'enveloppe lentement, en sortis les documents. Thomas sourit, triomphant. Sage décision, Hélène. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. Des transferts de propriété, des procurations, des autorisations bancaires. Chaque page était un coup de poignard dans ma dignité. « Tu as un stylo ?» demandai-je d'une voix blanche. Thomas sortit un stylo Montblanc de sa poche intérieure. Bien sûr. J'ai pensé à tout. Il me le tendit. Je le pris, le soupesai dans ma main. Un stylo à 1 000 € pour signer ma propre destruction. Alexandre pleurait silencieusement. Léa le tenait contre elle, les yeux fermés. Ils avaient renoncé. Ils pensaient que c'était fini. Mais moi, j'avais un plan. J'approchai le stylo de la première page. Ma main s'arrêta à quelques millimètres du papier. « Attends, dis-je. Quoi encore ?» Thomas soupira, impatient. « Je veux que tu me dises une dernière chose. » Ma voix était calme maintenant, étrangement détachée. « Pourquoi moi? Parmi toutes les veuves fortunées de Paris, pourquoi m'avoir choisie ?» Il me regarda, surpris par la question. « Parce que tu es la mère d'Alexandre. C'était le défi ultime. Séduire la mère de l'homme qui voulait me détruire. Le faire assister, impuissant, à ta chute. C'était délicieux. » Le mot flotta dans l'air comme une obscénité. Délicieux. Ma souffrance était délicieuse pour lui. Le tourment de mon fils était délicieux. « Je vois, » murmurai-je. « Merci pour ton honnêteté. » Je posai le stylo sur les documents. Puis je sortis mon téléphone de ma robe. Le visage de Thomas changea instantanément. « Qu'est-ce que c'est ?» Je souris pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. C'est un enregistrement. De toute notre conversation. Chaque mot. Chaque aveu. Chaque menace. Le silence qui suivit fut absolu. Thomas me fixait, son cerveau travaillant à toute vitesse pour comprendre ce qui venait de se passer. « Tu enregistrais ?» « Depuis que tu as commencé à parler. » Je levai le téléphone pour qu'il puisse le voir. 37 minutes d'enregistrement. Toi, admettant avoir détourné des millions. Toi, décrivant comment tu as manipulé 5 femmes avant moi. Toi, menaçant ma famille. Toi, avouant avoir des complices. Tout. Non. Thomas fit un pas vers moi. Non, tu ne peux pas. Je reculai rapidement, tenant le téléphone hors de sa portée. Oh, mais si. Et tu sais quoi? J'ai activé la sauvegarde automatique sur le cloud. Même si tu détruis ce téléphone, l'enregistrement est déjà en sécurité. Le visage de Thomas était devenu livide. Ses mains tremblaient. Pour la première fois depuis le début de la soirée, il avait peur. « Donne-moi ça », ordonna-t-il d'une voix rauque. « Non, donne-moi ce putain de téléphone. » Il se précipita vers moi. Alexandre bondit entre nous, le repoussant violemment. Les 2 hommes vacillèrent, leurs corps se heurtant. Thomas trébucha en arrière, percuta la table basse. Le verre se renversa, le cognac se répandit sur les documents légaux, les encres coulant, les rendant illisibles. Léa avait déjà son propre téléphone en main. « J'appelle la police. »« Non, attends, » dis-je. « Pas encore. » Thomas était effondré dans le fauteuil, le souffle court, l'air d'un animal pris au piège. Toute son arrogance avait disparu. Il n'était plus qu'un homme terrifié face aux conséquences de ses actes. « Voilà ce qui va se passer maintenant. » dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Une voix froide, déterminée. « Tu vas écouter très attentivement. » Je m'approchai de lui, tenant fermement mon téléphone. « Demain matin, tu vas aller à la police. Tu vas tout avouer. Les détournements, les manipulations, les menaces. Tu vas donner les noms de tes complices. Tu vas restituer l'argent que tu as volé à toutes tes victimes. »« Jamais, cracha-t-il. Tu ne peux pas me forcer. »
Oh, mais si. Je m'accroupis pour être à sa hauteur. Parce que si tu ne le fais pas, cet enregistrement sera envoyé à la police, aux médias, à tous tes clients, à tous tes contacts professionnels. Ta vie sera détruite. Ta réputation sera anéantie. Tu iras en prison pour très longtemps. Et si je me confesse, demanda-t-il, une lueur d'espoir dans les yeux. J'aurai une peine réduite? Peut-être. Ou peut-être pas. Je me relevai. Mais au moins, tu auras la satisfaction de faire une seule chose honorable dans ta vie pathétique. Thomas me regardait avec un mélange de haine et de défaite. Son costume impeccable était froissé, sa cravate de travers. L'homme qui quelques minutes plus tôt se pavanait dans mon salon comme un conquérant n'était plus qu'une ombre pathétique. « Tu ne comprends pas », dit-il d'une voix rauque. « Si j'avoue, ce ne sont pas seulement mes complices qui vont m'en vouloir. Il y a des gens dangereux qui ont investi dans mes opérations, des gens qui n'apprécieront pas de perdre leur argent. » « C'est ton problème, » répondis-je froidement. « Tu aurais dû y penser avant de bâtir ton empire sur le mensonge et la manipulation. » Alexandre s'approcha, se tenant au-dessus de Thomas. Pendant 6 mois, j'ai vécu dans la terreur. 6 mois à me demander si mes enfants seraient en sécurité en allant à l'école. 6 mois à regarder ma mère tomber amoureuse du diable. Tu as détruit ma vie, ma santé mentale, ma capacité à dormir la nuit. Sa voix se brisa. Et maintenant tu vas payer. Pour moi, pour maman, pour toutes les femmes que tu as détruites. Thomas ferma les yeux. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. La résignation peut-être. Ou simplement l'acceptation de la défaite. « Et si j'accepte » demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce que vous voulez exactement » Je m'assis en face de lui, gardant une distance de sécurité. Premièrement, tu vas écrire une confession complète. Maintenant, ici, chaque détournement, chaque victime, chaque complice. Tout. Léa disparut dans le bureau et revint avec un ordinateur portable qu'elle déposa sur la table. Thomas la regarda, puis regarda l'écran vide. « Je ne peux pas, » murmura-t-il. « Si je fais ça, je signe mon arrêt de mort. »« Tu as déjà signé ton arrêt de mort en entrant dans ma vie, » répliquai-je. « La seule question maintenant est de savoir si tu veux finir en prison ou en fuite pour le reste de tes jours. » Il prit une profonde inspiration et commença à taper. Ses doigts tremblaient sur le clavier. Pendant qu'il écrivait, je gardais mon téléphone bien en vue, lui rappelant que chaque mouvement était surveillé. Les minutes s'égrenaient dans un silence tendu. Emma et Louis étaient toujours dans la chambre, ignorant le drame qui se jouait. Dehors, la neige avait cessé. Paris scintillait sous les lumières de Noël, indifférente à la chute d'un prédateur. Après presque 1 heure, Thomas s'arrêta. « C'est fait. » Je pris l'ordinateur et lus attentivement. La confession était détaillée, méthodique, les noms des victimes, les montants volés. Les méthodes utilisées, les complices impliqués, un notaire nommé Bertrand Lefebvre, un comptable à Londres, David Morrison, un avocat à Genève, Klaus Schneider. Chaque ligne était une bombe qui allait exploser dans le monde respectable des affaires parisiennes. « C'est bon ?» demanda-t-il amèrement. « C'est un début. » Je sauvegardai le document et l'envoyai par email à plusieurs adresses. Maintenant, 2e étape. Il y en a d'autres ? Oh oui. Je me levai et marchai vers la fenêtre. Tu vas contacter chacune de tes victimes. Martine, Catherine, Isabelle, Sophie, Françoise. Tu vas leur dire ce que tu as fait. Tu vas t'excuser. Et tu vas leur restituer leur argent ? Impossible. Thomas secoua la tête. L'argent est dispersé dans des dizaines de comptes. Il faudrait des mois pour tout récupérer. Alors, tu as des mois de travail devant toi, répliqua Alexandre. Nous allons surveiller chaque transaction, chaque virement. Et si tu essaies de fuir, si tu essaies de cacher ne serait-ce qu'1 euro, l'enregistrement sera rendu public. Thomas nous regarda tour à tour, cherchant une faille, une échappatoire. Il n'en trouva aucune. « Vous avez tout prévu », murmura-t-il. « Non, dis-je en revenant m'asseoir. Pas tout, mais assez pour te détruire comme tu as détruit ces femmes. » Un long silence suivit. Thomas regardait ses mains, ces mêmes mains qui m'avaient caressé, qui avaient tenu les miennes pendant nos promenades, qui avaient versé le vin lors de nos dîners romantiques.
des mains de menteurs, des mains de voleurs. « J'ai une question, dit-il finalement. Comment tu as su? Comment tu as compris qu'il fallait l'enregistrer? Je n'ai pas su. Je croisais les bras. J'ai improvisé. Quand Alexandre a révélé qui tu étais vraiment, quand tu as commencé à te vanter de tes crimes, j'ai compris que tu étais assez arrogant pour tout avouer. Ton ego est ta plus grande faiblesse, Thomas. » Il eut un rire amer. « Mon ego. Oui, peut-être. Ce n'est pas peut-être, intervint Léa. Tu étais tellement sûr de gagner que tu n'as même pas envisagé que nous pourrions nous retourner contre toi. » Thomas leva les yeux vers elle. « Tu as raison. J'ai sous-estimé Hélène. J'ai cru qu'une veuve de 70 ans serait une proie facile, une femme désespérée d'amour, prête à tout pour ne pas redevenir seule. » Il me regarda directement. « Je me suis trompée. Tu n'es pas faible. Tu es l'une des femmes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Ne cherche pas à me flatter maintenant, répondis-je sèchement. Tes compliments ne valent rien. Ce n'est pas un compliment, c'est un constat. » Il se leva lentement. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? »« Maintenant, tu rentres chez toi. » Je me levai également. « Demain matin à 9h, tu te présentes au commissariat du 16e arrondissement. Tu demandes l'inspecteur Moreau de la brigade financière. Tu lui remets une copie de ta confession et tu réponds à toutes ses questions. Et si je ne le fais pas? Alors à 9h30, l'inspecteur Moreau recevra l'enregistrement et la confession directement de nous, accompagné d'une plainte formelle pour escroquerie, menaces et extorsion. Alexandre croisa les bras. « À toi de choisir. Tu peux avoir un semblant de contrôle sur ton arrestation ou tu peux être humilié publiquement. » Thomas enfila son manteau lentement, comme un condamné marchant vers l'échafaud. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Hélène, » dit-il sans se retourner, « pour ce que ça vaut. Il y a eu des moments où j'ai presque. Ne termine pas cette phrase, le coupai-je. Ne te donne pas d'excuses. N'essaie pas de rendre ça romantique ou tragique. Tu es un escroc, un manipulateur, un criminel. C'est tout ce que tu es et c'est tout ce que tu seras jamais. » Il hocha la tête et ouvrit la porte. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Il se tourna une dernière fois vers nous. « Tu sais ce qui est drôle, » dit-il avec un sourire triste. « Avec toi, c'était presque réel. Presque. » Puis il disparut dans la nuit. Je fermai la porte et m'y adossai, les jambes tremblantes. L'adrénaline qui m'avait maintenu debout pendant toute la confrontation s'évaporait, me laissant épuisé et vidé. « Maman. » Alexandre s'approcha, les larmes aux yeux. « Maman, je suis tellement désolée. Si j'avais été plus courageux, si je t'avais dit la vérité plus tôt. » Je le serrai dans mes bras, ce fils que j'avais porté, élevé, aimé plus que ma propre vie. « Chut, ce n'est pas ta faute, c'est la sienne, uniquement la sienne. » Léa nous rejoignit, enveloppant ses bras autour de nous deux. Nous restâmes ainsi pendant de longues minutes, une famille brisée mais debout, meurtrie mais vivante. « Comment tu as pensé à l'enregistrer » demanda finalement Alexandre en s'écartant. « Je ne sais pas, avouai-je. L'instinct, peut-être. Ou le désespoir. » Quand il a commencé à parler, j'ai réalisé que les mots n'étaient que du vent. J'avais besoin de preuves, quelque chose de concret qui pourrait l'arrêter. « Tu as été incroyable, » dit Léa en essuyant ses larmes. « Tellement courageuse. » Je ne me sens pas courageuse. Je me dirigeais vers le salon. Je me sens vieille, stupide, utilisée. Le dîner de Noël était toujours sur la table, froid maintenant, les bougies consumées. Tout ce travail de préparation pour une soirée qui s'était transformée en cauchemar. « Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants ?» demanda Léa. « Qu'est-ce qu'on leur dit ?» On leur dit que tout va bien. Je ramassais les débris de verre de la bouteille de champagne. Que grand-mère a eu un petit problème, mais que c'est résolu. Ils n'ont pas besoin de connaître les détails. Et pour demain ? Alexandre s'assit lourdement sur le canapé. Tu crois vraiment qu'il va se rendre ? Je l'espère. Sinon, nous avons un plan B. J'ouvris mon ordinateur portable et leur montrai les copies de l'enregistrement que j'avais envoyé. À mon avocat. À un journaliste d'investigation que je connaissais.
à l'inspecteur Moreau lui-même, avec un message programmé pour être envoyé automatiquement si je ne l'annulais pas avant 10 heures du matin. « Tu as vraiment pensé à tout », murmura Alexandre avec admiration. « Non, je me laissais tomber dans un fauteuil. Je n'ai pensé qu'à te protéger et à m'assurer que cet homme ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Après le départ de Thomas, Alexandre et Léa refusèrent de me laisser seule. Ils installèrent les enfants dans ma chambre d'amis et restèrent avec moi dans le salon, personne n'osant vraiment dormir. Je regardais le plafond, recroquevillé sous une couverture sur mon propre canapé, dans mon propre appartement, me sentant comme une étrangère dans ma propre vie. Chaque craquement du parquet me faisait sursauter. Chaque bruit dans la rue me glaçait le sang. Et si Thomas revenait ? Et s'il décidait que la menace de l'enregistrement ne suffisait pas à l'arrêter ? Vers 3 heures du matin, Alexandre s'approcha de moi. Il s'assit par terre, adossé au canapé, près de ma tête. « Je n'arrive pas à dormir, murmura-t-il. Moi non plus. Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » Sa voix était chargée de culpabilité, quelque chose que je n'ai jamais osé t'avouer. Je me redressai légèrement. Quoi ? Il y a 3 semaines, Thomas m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit qu'il allait te demander en mariage. Il voulait que je sois son témoin. Le choc me coupa le souffle. En mariage ? Oui. Alexandre serra les poings. Il m'a expliqué son plan. Une fois marié, il aurait accès légal à tous tes comptes, tous tes biens. Il n'aurait même plus besoin de te manipuler pour obtenir des signatures. Tout lui appartiendrait automatiquement. Mon Dieu, soufflai-je. Il avait vraiment tout prévu. Ce n'est pas tout. Alexandre se tourna vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Il m'a dit que si j'essayais de t'avertir, si je faisais quoi que ce soit pour l'arrêter, il ne se contenterait pas de menacer ma famille. Il a dit qu'il pourrait organiser un accident pour toi aussi. Après le mariage, bien sûr, une fois qu'il aurait hérité, la nausée me submergea. Il voulait me tuer ? Pas directement. Mais il a laissé entendre qu'une femme de 70 ans peut avoir tant d'accidents. Une chute dans les escaliers, un problème cardiaque soudain. Et personne ne poserait de questions, surtout pas un mari éploré qui hériterait de tout. Je restais silencieuse, essayant d'absorber cette nouvelle horreur. Thomas n'était pas seulement un escroc, il était potentiellement un meurtrier. Combien de ces autres victimes avaient vraiment eu des accidents après avoir perdu leur argent ? C'est pour ça que ce soir, quand je l'ai vu ici, j'ai complètement paniqué, continua Alexandre. Je savais que le temps m'était compté, que bientôt, il te demanderait en mariage et que je ne pourrais plus rien faire pour te protéger. Tu m'as protégé, dis-je en prenant sa main. Sans le savoir, tu m'as sauvé la vie. Parce que quand tu es entré et que j'ai vu ta réaction, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ton visage, ta terreur, c'est ce qui m'a réveillé de mon aveuglement. Nous restâmes ainsi dans le silence, mère et fils, survivants d'une tempête qui aurait pu nous détruire tous les deux. Au petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux, mon téléphone vibra. Un message. De Thomas. Je suis devant le commissariat. Je vais entrer. Merci de m'avoir laissé une chance de le faire avec dignité. Adieu, Hélène. Je montrai le message à Alexandre. Il lut et hocha la tête, soulagé mais méfiant. On ne peut pas lui faire confiance. Il faut vérifier. J'appelai l'inspecteur Moreau, un homme que je connaissais vaguement à travers des cercles sociaux. Sa voix ensommeillée répondit après plusieurs sonneries. « Madame Girard, il est 6 heures du matin. » « Inspecteur, un homme nommé Thomas Beaumont devrait se présenter à votre commissariat ce matin. Il a des aveux importants à faire concernant des détournements de fonds et des escroqueries multiples. » Il y eut un silence. « Comment savez-vous cela ? » « Parce que j'étais sa prochaine victime. Et j'ai l'enregistrement de ses confessions. » Je passai l'heure suivante au téléphone avec Moreau, lui expliquant tout. Il m'écouta en silence, prenant des notes. Quand je terminai, il siffla doucement. « C'est énorme. Si ce que vous me dites est vrai, nous parlons de l'une des plus grandes affaires d'escroquerie sentimentale que Paris ait connue. C'est vrai ? Je vous enverrai l'enregistrement dans quelques minutes.
Mais d'abord, confirmez-moi qu'il s'est bien présenté. » Une longue pause. « Attendez. » J'entendis des voix en arrière-plan, des pas précipités. Puis Moreau revint en ligne. « Il est là. Il vient d'entrer. Il demande à me parler. » Je fermai les yeux, le soulagement me submergeant comme une vague. Il l'a fait. Il s'est vraiment rendu. « Je reste en ligne, » dit Moreau. « Ne raccrochez pas. » Les minutes s'étirèrent. Alexandre et Léa me regardaient, suspendus à chaque expression de mon visage. Emma et Louis étaient réveillés maintenant, jouant tranquillement dans la chambre, ignorant que leur monde avait failli s'écrouler la veille. « Madame Girard ?» La voix de Moreau était différente maintenant, plus grave, plus professionnelle. « Je viens d'entendre les premières déclarations de M. Beaumont. Ces aveux corroborent exactement ce que vous m'avez dit. Je vais avoir besoin que vous veniez au commissariat avec l'enregistrement original. J'arrive dans 1 heure. » Après avoir raccroché, je pris une longue douche. L'eau chaude coulait sur ma peau, lavant la saleté invisible que je sentais depuis la révélation de la veille. Je me regardais dans le miroir embué. La femme qui me fixait avait vieilli de 10 ans en une nuit. Des cernes profonds sous les yeux, des rides nouvelles autour de la bouche, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une force, une détermination. Je m'habillai avec soin, un tailleur sombre, sobre mais élégant. Je remis le collier de perles d'Henri, pas par nostalgie romantique cette fois, mais comme une armure, un rappel de qui j'étais vraiment. Au commissariat, l'inspecteur Moreau nous accueillit dans son bureau. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, et aux yeux fatigués qui avaient vu trop de misère humaine. « Madame Girard », commença-t-il en me serrant la main, « je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Mais grâce à vous, nous allons pouvoir arrêter un criminel qui a détruit de nombreuses vies. » Il m'installa devant un ordinateur. « Où est l'enregistrement ?» Je sortis mon téléphone et transférai le fichier. Pendant que Moreau écoutait, son visage devenait de plus en plus sombre. Quand l'enregistrement se termina, il resta silencieux pendant un long moment. « C'est une confession complète. » Il se tourna vers moi. « Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ? Vous avez obtenu des aveux que nous aurions mis des mois, peut-être des années, à réunir. Je n'avais pas le choix. Ma voix était calme. C'était lui ou ma famille. » Moreau hocha la tête. « Thomas Beaumont est en garde à vue. Nous avons déjà commencé à vérifier ses déclarations. Les noms qu'il a donnés, les comptes bancaires, tout. Il va passer un long moment en prison. Et ses victimes, les autres femmes, nous les contacterons toutes. Elles pourront porter plainte et témoigner. Avec votre enregistrement et leurs témoignages, le dossier sera inattaquable. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Les médias s'emparèrent de l'affaire. L'histoire de la veuve de 70 ans qui avait piégé l'escroc fit les gros titres. Des journalistes campèrent devant mon immeuble. Mon téléphone sonnait sans arrêt. J'appris que les autres victimes de Thomas sortaient enfin de leur silence. Martine Dubois, à Lyon, avait accepté de témoigner. Catherine Lefort aussi. Une par une, ces femmes que Thomas avait brisées trouvèrent le courage de parler, encouragées par mon exemple. 3 semaines après le dîner de Noël catastrophique, je reçus une convocation du tribunal. Le procès de Thomas avait été accéléré grâce à ses aveux complets. Je devais témoigner. Le jour de l'audience, j'entrai dans la salle du tribunal au bras d'Alexandre. Thomas était assis au banc des accusés, menottes aux poignets, vêtu d'un simple costume gris. Quand nos regards se croisèrent, je ne vis ni arrogance ni charme, juste un homme brisé qui avait tout perdu. Le juge, une femme d'une 60aine d'années, au regard perçant, lut l'acte d'accusation. Escroquerie en bande organisée, détournement de fonds, menaces, extorsion. La liste était longue. Madame Girard, appelez-vous à la barre. Je me levai et marchai jusqu'au box des témoins. Ma main tremblait légèrement quand je jurais de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame Girard, commença le procureur, pouvez-vous nous raconter comment vous avez rencontré l'accusé ? Je pris une profonde inspiration et commençai mon récit. Je racontais la galerie Maeckt, le tableau de Chagall, les premiers mots de Thomas.
Je décrivis comment il m'avait séduite, comment il avait infiltré ma vie, comment il avait joué sur ma solitude et mon désir d'amour. Quand j'arrivai au dîner de Noël, ma voix se brisa. Je décrivis le visage de mon fils, sa terreur, la révélation, les aveux de Thomas. Et puis, demanda le procureur, « Qu'avez-vous fait » J'ai enregistré sa confession. Je sortis mon téléphone de mon sac. Tout est là. Chaque mot, chaque menace, chaque détail de ses crimes. Le procureur fit jouer l'enregistrement dans la salle. Le silence était absolu. On entendait la voix de Thomas, claire et distincte, se vantant de ses manipulations, décrivant ses victimes avec mépris, menaçant ma famille. Quand l'enregistrement se termina, plusieurs personnes dans la salle pleuraient. Le juge elle-même semblait émue. « Monsieur Beaumont, dit-elle en se tournant vers Thomas, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Thomas se leva lentement. Il me regarda longuement, puis se tourna vers le juge. « Non, votre honneur. Tout ce qui a été dit est vrai. Je plaide coupable de tous les chefs d'accusation. » Un murmure parcourut la salle. Son avocat essaya de l'interrompre, mais Thomas leva la main. « J'ai passé 20 ans à manipuler, à mentir, à détruire des vies pour mon profit personnel. » Il baissa la tête. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas rendre à ces femmes ce que je leur ai volé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est accepter les conséquences de mes actes. » Le juge hocha la tête. « Nous rendrons notre verdict dans 3 jours. » Ces 3 jours furent interminables. J'essayais de reprendre une vie normale, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Thomas. Non pas le visage charmeur qu'il m'avait montré pendant 5 mois, mais le visage froid, calculateur, qui s'était révélé ce soir de Noël. Alexandre venait me voir tous les jours. Il avait démissionné de Beaumont et Associés et cherchait un nouvel emploi. La société était en train d'imploser, les clients fuyant après le scandale. « Tu regrettes d'avoir enregistré ?» me demanda-t-il un soir. « Non. Je regardais par la fenêtre les lumières de Paris. Je regrette d'avoir été si aveugle. Je regrette de ne pas avoir vu qui il était vraiment. Mais enregistrer sa confession, c'était la seule chose juste à faire. » Le jour du verdict, la salle du tribunal était bondée. Les 5 autres victimes de Thomas étaient présentes. Nous nous étions rencontrés quelques jours plus tôt, un groupe de femmes qui partageaient la même douleur, la même honte, mais aussi la même détermination à obtenir justice. Le juge entra. Nous nous levâmes tous. « Thomas Beaumont, commença-t-elle, vous avez plaidé coupable de multiples chefs d'accusation d'escroquerie, de détournement de fonds, de menaces et d'extorsion. Vous avez ruiné des vies, détruit des familles, trahi la confiance de personnes vulnérables. » Elle marqua une pause. « Compte tenu de la gravité de vos crimes et du nombre de victimes, cette cour vous condamne à 15 ans de prison ferme, assortie d'une interdiction définitive d'exercer toute activité financière ou de gestion. » 15 ans. Thomas ferma les yeux, acceptant sa sentence. « De plus, » continua le juge, « vous êtes condamné à restituer l'intégralité des sommes dérobées à vos victimes, soit un montant total de 23 millions d'euros. » Autour de moi, les autres femmes pleuraient. Des larmes de soulagement, de justice, de victoire. Quand les gardes emmenèrent Thomas hors de la salle, il se retourna une dernière fois. Nos regards se croisèrent. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, plus de manipulation. Juste une résignation profonde. Il hocha légèrement la tête, un geste que je ne sus comment interpréter. Des excuses? Un adieu? Ou simplement la reconnaissance d'une défaite totale? Je ne lui rendis pas son salut. Je restai immobile, droite, refusant de lui donner ne serait-ce qu'un instant de compassion. Cet homme ne méritait rien de moi. À la sortie du tribunal, les journalistes nous assaillirent. Des micros tendus, des caméras braquées, des questions fusant de toutes parts. « Madame Girard, comment vous sentez-vous après le verdict? Pensez-vous que la peine est suffisante? Quel message voulez-vous envoyer aux autres victimes d'escroqueries sentimentales ?» Alexandre et Léa formèrent un rempart protecteur autour de moi, mais je levai la main. Je voulais parler. J'avais besoin de parler. Je me sens soulagée, dis-je d'une voix claire qui me surprit moi-même. Soulagée que justice ait été rendue. Soulagée que cet homme ne puisse plus faire de mal à personne.
Je regardais les caméras, sachant que mon visage serait diffusé dans tout le pays. Aux autres victimes, je dis ceci. N'ayez pas honte. Ce n'est pas votre faute. Ces prédateurs sont des professionnels de la manipulation. Ils savent exactement comment exploiter notre solitude, notre désir d'amour, notre confiance. Mais vous pouvez vous battre. Vous pouvez obtenir justice. Ne restez pas dans le silence. Ma voix se raffermit. Et aux prédateurs qui pensent que les personnes âgées sont des cibles faciles, sachez que nous ne sommes pas aussi faibles que vous le croyez. Nous avons vécu des décennies. Nous avons survécu à des pertes, à des tragédies. Nous sommes plus fortes que vous ne l'imaginez. Les applaudissements éclatèrent parmi la foule qui s'était rassemblée. Des femmes pleuraient, des hommes hochèrent la tête avec respect. Je vis Martine Dubois, l'une des autres victimes de Thomas, s'approcher. « Merci », murmura-t-elle en me serrant dans ses bras. « Merci d'avoir eu le courage que je n'ai pas eu. »« Nous l'avons toutes eu, » répondis-je. Il fallait juste quelqu'un pour ouvrir la voie. Les semaines qui suivirent furent étranges. Je devins malgré moi une figure publique. Des associations de victimes d'escroquerie me contactèrent pour que je témoigne. Des journaux me demandèrent des interviews. Une maison d'édition voulait que j'écrive un livre sur mon expérience. Je refusais la plupart des sollicitations. Je n'étais pas une héroïne. J'étais simplement une femme qui avait eu de la chance. La chance que son fils soit entré au bon moment. La chance d'avoir eu la présence d'esprit d'enregistrer. La chance d'être tombée sur un inspecteur compétent et compatissant. Mais j'acceptais de parler dans quelques conférences, parce que je réalisais que mon histoire pouvait aider d'autres personnes. Pas seulement les victimes d'escroquerie, mais toute personne confrontée à la manipulation, à l'abus de confiance, à la trahison. Un soir, 3 mois après le procès, je me tenais devant une salle remplie de femmes et d'hommes de tous âges. L'association France Victimes m'avait invité à partager mon expérience. « Je ne vais pas vous mentir, commençai-je. Ce qui m'est arrivé m'a détruite. » Pendant des semaines après la révélation, je me réveillais la nuit en pleurant. Je me sentais stupide, humiliée, trahie. Je remettais en question chaque décision que j'avais prise, chaque moment que j'avais cru heureux. Le silence dans la salle était absolu. Toutes ces personnes, toutes ces histoires de manipulation et de douleur. Mais j'ai appris quelque chose d'important, continuai-je. La honte appartient au manipulateur, pas à la victime. C'est lui qui devrait avoir honte, pas moi, pas nous. J'ai aussi appris que l'amour ne devrait jamais faire peur. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime mais menace votre famille, ce n'est pas de l'amour. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime mais vous isole de vos proches, ce n'est pas de l'amour. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime mais vous demande de l'argent, de signer des papiers, de lui faire confiance aveuglément, ce n'est pas de l'amour. Des têtes hochaient dans l'audience. Des mouchoirs essuyaient des larmes. L'amour véritable, dis-je en pensant à Henri, à Alexandre, à mes petits-enfants. L'amour véritable vous rend plus fort, pas plus faible. Il vous élève, il ne vous diminue pas, il vous protège, il ne vous met pas en danger. Après la conférence, des dizaines de personnes vinrent me parler. Des femmes qui avaient vécu des expériences similaires. Des hommes qui avaient été manipulés par des escrocs, se faisant passer pour des investisseurs providentiels. Des enfants adultes dont les parents âgés avaient été victimes d'abus financiers. Chaque histoire me brisait le cœur et me renforçait dans ma conviction que j'avais fait ce qu'il fallait en parlant publiquement. Un soir d'avril, 4 mois après le procès, je reçus une lettre. Pas un email, une vraie lettre manuscrite envoyée depuis la prison où Thomas purgeait sa peine. Ma main trembla en reconnaissant l'écriture. Pendant un long moment, je fixais l'enveloppe, tenté de la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité l'emporta. « Chère Hélène », commençait la lettre, « je sais que tu ne veux probablement plus jamais entendre parler de moi. Tu en as le droit. Mais j'ai quelque chose à te dire, et je devais l'écrire avant que le courage me manque. Tu avais raison. Mon ego était ma plus grande faiblesse. J'étais tellement convaincu de ma supériorité, tellement certain que personne ne pourrait me piéger, que je suis devenu imprudent, arrogant. Mais ce n'est pas ce que je voulais te dire. Je voulais te dire que pendant ces 5 mois, il y a eu des moments de vérité, des moments où j'ai oublié que c'était un jeu, des moments où ton rire me faisait vraiment sourire,
des moments où ta main dans la mienne me donnait une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que tu m'as fait entrevoir ce que j'aurais pu être si j'avais choisi un autre chemin. Un homme meilleur. Un homme digne de quelqu'un comme toi. En prison, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Je pense aux femmes que j'ai détruites, à l'argent que j'ai volé, aux vies que j'ai brisées. Et je réalise que j'ai gaspillé ma propre vie en poursuivant l'argent et le pouvoir aux dépens de tout le reste. Tu m'as appris qu'il existe quelque chose de plus fort que la manipulation. La dignité, le courage, l'amour véritable pour sa famille. Ces choses que je n'ai jamais vraiment comprises. Je passerai les 15 prochaines années ici. Et je les mérite. Chaque jour, chaque nuit, c'est ma pénitence. Peut-être qu'un jour, si je vis assez longtemps, je sortirai et essaierai de devenir l'homme que j'aurais dû être depuis le début. Je ne te demande pas de répondre à cette lettre. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que de toutes les femmes que j'ai manipulées, tu es celle qui m'a le plus marquée, parce que tu es celle qui a refusé d'être une victime. Adieu, Hélène. Sois heureuse. Tu le mérites plus que quiconque. Thomas. Je repliais la lettre lentement. Mes sentiments étaient confus. Une partie de moi voulait être touchée par ces mots. Une autre partie se méfiait, se demandant si c'était encore une manipulation, un dernier jeu. Je décidai de ne pas répondre. Que ces mots soient sincères ou non n'avait pas d'importance. Thomas appartenait à mon passé. Un passé douloureux que je devais laisser derrière moi. Je brûlais la lettre dans la cheminée et regardais les flammes consumer le papier. Les cendres s'envolèrent par le conduit, emportant avec elles les derniers vestiges de l'homme qui avait failli me détruire. Au mois de mai, les choses commencèrent enfin à se calmer. Les médias passèrent à d'autres sujets. Les sollicitations se firent plus rares. Je pus enfin commencer à reconstruire ma vie. Mais cette vie était différente. Je n'étais plus la même femme qui avait ouvert sa porte à Thomas ce soir de Noël. J'étais plus forte, plus méfiante aussi. Plus consciente des dangers qui guettent les personnes seules et vulnérables. Alexandre avait trouvé un nouveau travail dans une entreprise éthique et transparente. Il semblait enfin libéré du poids qu'il avait écrasé pendant 6 mois. Nos relations s'étaient approfondies. L'épreuve que nous avions traversée ensemble nous avait rapprochés d'une façon que je n'aurais jamais imaginée possible. Un dimanche après-midi, nous étions tous réunis dans mon appartement. Alexandre, Léa, Emma et Louis. Nous prenions le thé, parlant de choses ordinaires. L'école des enfants, les vacances d'été à venir, un nouveau film que nous voulions voir. « Grand-mère, demanda soudain Emma, pourquoi tu n'as plus de petite amie ?» Le silence tomba. Alexandre et Léa échangèrent un regard inquiet. Mais je souris. Parce que grand-mère n'a pas besoin de petite amie pour être heureuse, répondis-je en ébouriffant ses cheveux. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma galerie, j'ai une vie bien remplie. Mais tu ne te sens pas seule ? Insista Emma avec cette franchise brutale des enfants. Je regardais autour de moi, mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants, tous là, tous en sécurité, tous m'aimant pour qui j'étais vraiment. Non, ma chérie, je ne me sens pas seule, je me sens entourée d'amour. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Plus tard dans la soirée, après leur départ, je me tins à ma fenêtre, regardant Paris s'illuminer dans la nuit. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. La ville vivait, respirait, continuait son cours indifférente aux drames individuels qui s'y jouaient. Je pensais à toutes les femmes qui, en ce moment même, étaient là peut-être en train de tomber dans le piège d'un manipulateur. Toutes ces personnes seules, cherchant désespérément de l'amour, de la connexion, prêtes à ignorer les signaux d'alarme pour ne pas retourner à la solitude. Je ne pouvais pas les sauver toutes, mais j'avais sauvé quelques-unes en partageant mon histoire. Et peut-être que ces quelques-unes en sauveraient d'autres à leur tour. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je répondis avec méfiance. « Madame Girard ?» Une voix de femme, hésitante. « Je m'appelle Sophie Arnaud. J'étais l'une des victimes de Thomas Beaumont. Je me souvins. Sophie de Marseille. L'une des femmes mentionnées dans les confessions de Thomas. »
Bonsoir Sophie, comment puis-je vous aider? Je voulais juste vous remercier. Grâce à vous, grâce au procès, j'ai pu récupérer une partie de mon argent. Pas tout, mais assez pour recommencer. Assez pour ne pas finir mes jours dans la pauvreté. Sa voix se brisa. Mais surtout, vous m'avez donné quelque chose de plus précieux que l'argent. Vous m'avez rendu ma dignité. Pendant 2 ans, je me suis sentie stupide, honteuse. Maintenant, je sais que ce n'était pas ma faute. Nous parlâmes pendant 1 heure. Elle me raconta son histoire, si similaire à la mienne. La solitude après la mort de son mari. La rencontre avec Thomas, les promesses, les manipulations, la destruction. Nous étions devenus, malgré nous, membres d'un club que personne ne voudrait rejoindre. Le club des survivantes. 6 mois après le procès, je reçus une invitation surprenante. Le ministère de la Justice organisait une conférence sur la protection des personnes vulnérables face aux escroqueries. Il voulait que je sois l'une des intervenantes principales. J'acceptais, malgré ma nervosité. La conférence avait lieu dans un grand amphithéâtre du ministère, rempli d'avocats, de juges, de travailleurs sociaux et de représentants d'associations. Toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, luttaient contre les prédateurs comme Thomas. Quand mon tour vint de parler, je montai sur l'estrade. Face à cette mer de visages attentifs, je pris une profonde inspiration. « Mesdames et messieurs, commençai-je, il y a 1 an, j'étais une veuve solitaire qui croyait avoir trouvé l'amour. Aujourd'hui, je me tiens devant vous comme la survivante d'une tentative d'escroquerie qui aurait pu me coûter ma fortune, ma dignité et peut-être même ma vie. Je racontais mon histoire dans ses moindres détails, la rencontre à la galerie, la séduction progressive, le dîner de Noël catastrophique, l'enregistrement, le procès. Je ne cachais rien de ma douleur, de ma honte, de ma colère. Mais je parlais aussi de ce que j'avais appris. La législation sur la protection des personnes âgées est insuffisante, dis-je fermement. Les prédateurs comme Thomas Beaumont connaissent toutes les failles du système. Ils savent comment obtenir des signatures légales, comment manipuler sans laisser de traces évidentes. Je proposais plusieurs mesures. Un délai de réflexion obligatoire pour tout transfert d'actifs important par une personne de plus de 65 ans, une vérification systématique par un notaire indépendant, une sensibilisation accrue dans les médias sur les signes avant-coureurs de manipulation. Nous devons aussi combattre la honte, ajoutai-je avec passion. Tant que les victimes auront peur de parler par crainte du jugement, les prédateurs continueront à agir en toute impunité. Nous devons créer un environnement où les victimes se sentent en sécurité pour dénoncer leurs agresseurs. Les applaudissements furent longs et nourris. Plusieurs personnes vinrent me parler après la conférence. Un député me promit de déposer une proposition de loi inspirée de mes suggestions. Une juge me remercia d'avoir mis un visage humain sur ces crimes souvent invisibles. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentis épuisée, mais satisfaite. Mon calvaire n'avait pas été vain. Il avait ouvert des yeux, changé des mentalités, peut-être même sauvé des vies futures. L'été arriva. Paris se vida de ses habitants partis en vacances. Alexandre et sa famille m'invitèrent à les rejoindre dans une maison qu'ils avaient louée en Bretagne pour le mois d'août. J'acceptai avec joie. Nous passâmes des semaines merveilleuses sur la côte. Les enfants jouaient sur la plage. Léa et moi cuisinions ensemble. Alexandre et moi faisions de longues promenades le long des falaises, parlant de tout et de rien. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil sur l'océan, Alexandre se tourna vers moi. « Tu sais, maman, je voulais te dire quelque chose. Pendant longtemps après. Après tout ça, je me suis sentie coupable. Je pensais que si j'avais été plus courageux, si je t'avais dit la vérité plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. » Je pris sa main. « Alex, non, laisse-moi finir. » Il sourit tristement. « Mais j'ai réalisé quelque chose. Si je t'avais dit la vérité, tu m'aurais cru. Tu aurais rompu avec Thomas. Et nous n'aurions jamais eu les preuves nécessaires pour l'arrêter vraiment. Il aurait simplement disparu et recommencé ailleurs, avec une autre victime. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. D'une certaine façon, continua Alexandre, les événements se sont déroulés exactement comme ils le devaient. Tu as obtenu sa confession complète. Nous avons pu l'arrêter définitivement.
Et maintenant, grâce à toi, d'autres femmes seront protégées. Peut-être, murmurai-je, ou peut-être que j'ai juste eu de la chance. Non. Alexandre me serra contre lui. Tu as été brillante, courageuse et forte. Tu m'as appris que même à 70 ans, on peut encore se battre, encore gagner, encore changer le monde. À la fin de l'été, je rentrais à Paris avec un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis longtemps. Ma galerie d'art avait rouvert, dirigée par une jeune associée compétente que j'avais embauchée. Je m'y rendais quelques heures par jour, profitant du contact avec l'art sans être écrasée par les responsabilités. Un matin de septembre, je reçus un appel de l'inspecteur Moreau. « Madame Girard, j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Les complices de Thomas Beaumont ont été arrêtés. L'avocat à Genève, le comptable à Londres, le notaire à Paris. Grâce aux informations fournies par Thomas et aux enregistrements que vous avez faits, nous avons pu démanteler tout le réseau. C'est une excellente nouvelle, inspecteur. Il y a autre chose. Nous avons récupéré presque tout l'argent détourné. Après déduction des frais de justice, chaque victime recevra environ 95% de ce qui lui a été volé. Je fermai les yeux, submergé par le soulagement. Pour moi, qui n'avais jamais perdu d'argent, cette nouvelle n'avait pas d'impact financier. Mais pour Martine, pour Catherine, pour toutes les autres, c'était la différence entre la misère et une retraite décente. « C'est vous qui avez rendu cela possible », ajouta Moreau. « Sans votre courage ce soir de Noël, Thomas serait encore en liberté, détruisant d'autres vies. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Non, Madame Girard. Moreau était catégorique. La plupart des gens auraient signé ces papiers pour protéger leur famille. Vous avez choisi de vous battre. Ça fait toute la différence. À l'automne, je reçus une lettre collective signée par les 5 autres victimes de Thomas. Elle m'invitait à un déjeuner à Paris. Curieuse et émue, j'acceptai. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant discret du Marais. Martine, Catherine, Isabelle, Sophie et Françoise. 5 femmes d'âge et de milieux différents, réunies par une expérience traumatisante commune. Le déjeuner commença dans une atmosphère un peu tendue. Nous ne savions pas trop comment aborder le sujet qui nous liait. Puis Martine prit la parole. Avant de rencontrer Thomas, j'étais une femme joyeuse. J'adorais voyager, voir mes amis, profiter de la vie. Elle marqua une pause. Après, je suis devenue une recluse. J'avais honte de sortir, honte de voir mes proches. Je me sentais stupide, indigne. Les autres hochèrent la tête. Chacune reconnaissait son propre parcours dans ses mots. Mais grâce à Hélène, continua Martine en me regardant, j'ai compris que la honte appartenait à Thomas, pas à moi. J'ai recommencé à sortir. J'ai récupéré mon argent. J'ai repris ma vie. Une par une, les autres femmes partagèrent leurs histoires. Catherine avait dû vendre sa maison familiale, mais avait maintenant les moyens d'en racheter une. Isabelle, qui avait fait une dépression, suivait une thérapie et allait beaucoup mieux. Sophie avait retrouvé l'estime d'elle-même. Françoise avait même recommencé à fréquenter quelqu'un, cette fois avec prudence et les yeux grands ouverts. « Nous voulions vous dire merci, dit Françoise. Merci d'avoir transformé notre victimisation en victoire. Merci de nous avoir montré qu'on pouvait se relever. » Je sentis les larmes monter. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est vous. Vous qui avez eu le courage de témoigner. Vous qui avez accepté de revivre votre traumatisme au tribunal. Sans vous, Thomas n'aurait pas été condamné aussi lourdement. Nous avons pensé à quelque chose, dit Isabelle. Nous voudrions créer une association. Une association pour aider les victimes d'escroqueries sentimentales. Pour les conseiller, les soutenir, les aider à porter plainte. Elles me regardèrent toutes avec espoir. Et nous aimerions que vous soyez notre présidente. Je restais sans voix. Moi, présidente d'une association, à 70 ans, alors que je pensais profiter tranquillement de ma retraite, mais en voyant leurs visages, leurs yeux pleins d'espoir, je sus que je ne pouvais pas refuser. Cette épreuve m'avait transformée. Elle m'avait donné un but, une mission. Pourquoi ne pas l'embrasser pleinement? J'accepte, dis-je finalement, à condition que nous le fassions ensemble. Toutes les 6. Ainsi naquit l'association Cœur Protégé. Nous louâmes un petit bureau dans le 11e arrondissement. Nous créâmes un site internet,
Une ligne téléphonique d'urgence, des brochures d'information. Nous organisons des conférences, des groupes de soutien, des formations pour les travailleurs sociaux. Le bouche à oreille fonctionnait. Chaque semaine, nous recevions des appels de personnes qui pensaient être victimes d'escroqueries. Des femmes, principalement, mais aussi des hommes. Des personnes âgées, mais aussi des plus jeunes. L'escroquerie sentimentale ne connaissait pas de frontières d'âge ou de genre. Nous les écoutions, nous les conseillions, nous les aidions à porter plainte, nous les accompagnions au tribunal. Et surtout, nous leur disions qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles n'étaient pas stupides, qu'elles n'avaient pas à avoir honte. 1 an après le procès de Thomas, nous organisons une grande conférence de presse pour présenter le bilan de notre première année d'activité. 230 personnes aidées, 43 plaintes déposées, 15 escrocs arrêtés, des millions d'euros récupérés. Mais au-delà des chiffres, c'était les vies transformées qui comptaient. Les personnes qui avaient retrouvé leur dignité, leur confiance en elles, leur capacité à faire confiance à nouveau, prudemment, mais réellement. Ce soir-là, après la conférence de presse, je rentrais chez moi épuisée mais heureuse. Mon appartement m'accueillait avec sa chaleur familière. Les tableaux sur les murs, les meubles que j'avais choisis avec Henri, les photos de ma famille. Je me servis un verre de vin et m'assis près de la fenêtre. Paris scintillait devant moi, magnifique et indifférente. Quelque part dans cette ville, des prédateurs cherchaient leur prochaine victime. Mais quelque part aussi, des victimes trouvaient le courage de se défendre, de parler, de se battre. Mon téléphone vibra. Un message d'Alexandre avec une photo. Emma et Louis, souriants, tenant une pancarte qu'ils avaient fabriquée. « Nous sommes fiers de toi, grand-mère. » Je souris à travers mes larmes. 1 an plus tôt, j'étais une femme brisée, manipulée, trahie. Aujourd'hui, j'étais une combattante. Une survivante. Une voix pour celles qui n'avaient pas encore trouvé la leur. Thomas avait voulu me détruire. À la place, il m'avait transformée en quelque chose de plus fort que je n'avais jamais été. L'ironie était délicieuse. 2 ans après le dîner de Noël, qui avait changé ma vie, je me tenais à nouveau devant le tribunal. Mais cette fois, ce n'était pas comme accusatrice ou témoin. J'étais là en tant que représentante de Cœur Protégé, observant le procès d'un autre prédateur que notre association avait contribué à faire arrêter. L'affaire était similaire à celle de Thomas. Un homme d'une 50aine d'années qui ciblait des veuves fortunées, les séduisait, puis les escroquait. Mais cette fois, grâce au protocole que nous avions mis en place, la victime avait contacté notre association dès les premiers signes suspects. Nous l'avions guidée, conseillée. Elle avait enregistré les conversations compromettantes. Elle avait documenté chaque demande d'argent, chaque manipulation. Quand elle était allée à la police, elle avait un dossier en béton. Le prédateur fut condamné à 10 ans de prison. En sortant du tribunal, la victime, une femme nommée Marie, me serra dans ses bras. Sans vous, sans Cœur Protégé, je serais aujourd'hui ruinée et brisée. Au lieu de ça, je suis debout, il est en prison, et j'ai récupéré mon argent. C'est vous qui avez eu le courage d'agir, répondis-je. Nous n'avons fait que vous montrer le chemin. Sur le perron du tribunal, une journaliste nous attendait. Elle préparait un documentaire sur les escroqueries sentimentales et voulait me poser quelques questions. Madame Girard, 2 ans après votre propre expérience, quel message voulez-vous faire passer? Je regardais la caméra, pensant à toutes les personnes qui pourraient voir ce documentaire. À toutes celles qui étaient peut-être en ce moment même dans la situation où j'avais été. Le message est simple, dis-je clairement. L'amour véritable ne demande jamais de sacrifier votre sécurité, votre argent ou votre dignité. Si quelqu'un vous isole de votre famille, vous demande de l'argent, vous presse de prendre des décisions importantes rapidement, c'est un signal d'alarme. Je marquais une pause. Et si vous êtes victime, n'ayez pas honte. Parlez. À votre famille, à vos amis, à des associations comme la nôtre. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas stupide. Ces prédateurs sont des professionnels. Ils savent exactement comment manipuler nos émotions, nos désirs, nos peurs. Le documentaire fut diffusé 3 mois plus tard. L'impact fut immédiat. Notre ligne téléphonique fut saturée d'appels pendant des semaines.
De nouvelles bénévoles rejoignirent l'association. Des dons affluèrent, nous permettant d'ouvrir une antenne à Lyon, puis à Marseille. Martine dirigeait l'antenne de Lyon. Catherine, celle de Marseille. Nous étions devenus plus qu'une association. Nous étions une famille, soudée par l'épreuve et unis par un but commun. Protéger les autres de ce que nous avions vécu. Un soir d'hiver, presque exactement 3 ans après le dîner de Noël fatidique, j'étais seule dans mon appartement. Alexandre et sa famille étaient partis skier dans les Alpes. Mes amis de l'association célébraient l'anniversaire d'Isabelle. J'avais décliné l'invitation, fatiguée après une semaine chargée. Je préparais du thé quand on sonna à ma porte. Surprise, je regardais par le judas. Une jeune femme d'une 30aine d'années se tenait dans le couloir, l'air nerveux. J'ouvris la porte avec la chaîne de sécurité encore attachée. Une précaution que j'avais adoptée depuis Thomas. « Oui ? Madame Girard ? Je m'appelle Julie. Julie Beaumont. » Mon cœur s'arrêta. Beaumont. Ce nom qui hantait encore mes cauchemars. Je suis la fille de Thomas Beaumont. Je la regardais plus attentivement. Elle avait les mêmes yeux bleus que son père, mais son visage exprimait une douleur, une sincérité que je n'avais jamais vue chez Thomas. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. « Juste vous parler. »« S'il vous plaît. » 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je détachai la chaîne et la laissai entrer. Elle s'assit sur le bord du canapé, les mains crispées sur son sac. « Je ne savais rien, » commença-t-elle immédiatement. « Pendant des années, je pensais que mon père était un homme d'affaires respectable. Je savais que mes parents étaient divorcés, que mon père était distant, mais j'ignorais. Tout ça. » Elle leva les yeux vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Quand le scandale a éclaté, quand j'ai lu dans les journaux ce qu'il avait fait, j'ai eu envie de mourir de honte. J'ai changé de nom. Je me fais appeler Julie Martin maintenant. Je ne veux plus être associée à lui. Je ne savais pas quoi dire. Cette jeune femme n'était pas responsable des crimes de son père. Pourquoi êtes-vous venue me voir? Parce que vous êtes celle qui l'a arrêté, celle qui a eu le courage de se battre. Julie essuya ses larmes. J'ai lu tout ce que vous avez fait depuis. L'association, les conférences, toutes ces femmes que vous avez aidées. Vous avez transformé quelque chose d'horrible en quelque chose de positif. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Mon père m'a écrit de prison. Il m'a demandé de vous remettre ceci. J'ai hésité pendant des mois avant de venir, mais je pense que vous devez la lire. Je pris l'enveloppe avec réticence. Une 2e lettre de Thomas. Que pouvait-il encore avoir à me dire? Après le départ de Julie, je fixai l'enveloppe pendant 1 heure. Finalement, je l'ouvris. Chère Hélène, je sais que tu as déjà reçu une lettre de moi. Tu ne l'as pas répondu, ce que je comprends parfaitement. Mais il y a des choses que je dois te dire, ne serait-ce que pour ma propre conscience. J'ai passé 3 ans en prison maintenant. 3 ans à vivre avec ce que j'ai fait. Aux autres femmes. À Alexandre. À toi. Chaque nuit, je vois vos visages. Chaque matin, je me réveille avec le poids de mes crimes. J'ai suivi ce que tu as accompli depuis le procès. Les gardiens me montrent parfois les articles de journaux. Ton association, les vies que tu as sauvées, les prédateurs que tu as contribué à faire arrêter. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. Tu as choisi le bien. Là où j'ai choisi la manipulation et l'exploitation, tu as choisi l'aide et la protection. Tu as pris ta douleur et l'as transformée en force pour les autres. Je veux que tu saches que j'ai demandé à ce que tout l'argent qui me reste, tous les biens qui n'ont pas été saisis pour dédommager mes victimes, soient donnés à cœur protégé. Ce n'est pas grand-chose, environ 50 000 €, mais c'est tout ce que j'ai. Je ne cherche pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je ne cherche pas ta compassion. Je n'y ai pas droit. Je veux simplement que tu saches que si quelque chose de bon peut sortir de ma vie gâchée, c'est toi. Tu es la preuve que même les actions les plus viles peuvent, indirectement, créer quelque chose de beau. Ma fille Julie t'a probablement dit qu'elle avait changé de nom. Elle a honte de moi. C'est normal. Je suis un monstre qui a détruit la vie de femmes innocentes. Mais elle est bonne. Elle travaille comme travailleuse sociale, aidant des personnes en difficulté.
Peut-être que quelque chose de bon en moi a quand même réussi à se transmettre à elle. Je ne sais pas si je sortirai vivant de prison. J'ai maintenant 60 ans. Ma santé se détériore. Mais si je meurs ici, au moins je mourrai en sachant que j'ai contribué, même minusculement, à réparer une infime partie du mal que j'ai causé. Continue ton combat, Hélène. Continue à protéger les autres. Continue à montrer au monde que les victimes peuvent devenir des guerrières. Tu m'as appris que l'amour véritable n'est pas ce que je pensais. Ce n'est pas le pouvoir, la manipulation, le contrôle. C'est le sacrifice, la protection, le courage de se battre pour ceux qu'on aime. Adieu. Thomas. Je repliais la lettre, les émotions se bousculant en moi. Colère, tristesse, pitié, dégoût. Je ne savais plus ce que je ressentais pour cet homme qui avait failli me détruire. Le lendemain, je parlais de la donation proposée par Thomas aux autres membres de l'association. Certaines voulaient refuser. L'argent d'un criminel, disait-elle, était de l'argent sale. Mais Martine prit la parole. Cet argent vient de nos vies détruites. Il vient de ce qu'il nous a volé. Le refuser serait lui permettre de garder une dernière victoire sur nous. Acceptons-le et utilisons-le pour sauver d'autres femmes. C'est la meilleure revanche. Nous votâmes. À l'unanimité, nous acceptâmes la donation. L'argent servit à former plus de bénévoles, à produire plus de matériel de sensibilisation, à aider plus de victimes. Les années passèrent. Cœur protégé grandit, devenant une référence nationale en matière de lutte contre les escroqueries sentimentales. Nous formâmes des policiers, des juges, des travailleurs sociaux. Nous intervînmes dans les écoles, les maisons de retraite, les centres communautaires. Emma et Louis grandirent. Ma petite fille, maintenant adolescente, voulait devenir avocate pour aider les victimes d'abus. Mon petit-fils parlait de devenir psychologue. Ils avaient grandi en voyant leur grand-mère se battre, et cela les avait marqués. Alexandre prospérait dans son nouveau travail. Lui et Léa étaient plus unis que jamais. L'épreuve que nous avions traversée, loin de nous briser, nous avait rendus plus forts. Un jour de printemps, 5 ans après le dîner de Noël fatidique, je reçus un appel de la prison où Thomas purgeait sa peine. Le directeur m'informa que Thomas était décédé la veille d'une crise cardiaque. Ces derniers mots, murmurés à l'infirmier qui s'occupait de lui, avaient été « Dites à Hélène que j'aurais aimé être l'homme qu'elle méritait. » Je ne pleurais pas. Je ne ressentis ni joie ni tristesse. Juste une sorte de clôture, un chapitre de ma vie qui se terminait définitivement. Aujourd'hui, à 75 ans, je regarde en arrière sur ces 5 années et je vois un parcours que je n'aurais jamais imaginé. De victime à combattante. De femme brisée à présidente d'une association qui a aidé plus de 1000 personnes. Chaque soir, quand je rentre chez moi et que je vois mon reflet dans le miroir du hall, je vois une femme différente de celle qui se préparait pour ce dîner de Noël, il y a 5 ans. Plus âgée, certes. Plus fatiguée aussi. Mais tellement plus forte. Alexandre passe me voir chaque dimanche avec sa famille. Nous prenons le thé, nous parlons, nous rions. Parfois nous évoquons cette nuit terrible, mais de moins en moins, parce qu'elle ne nous définit plus. J'ai appris que la vie peut vous surprendre de manière terrible. Mais elle peut aussi vous surprendre de manière magnifique, que la trahison peut être transformée en force, que la douleur peut devenir une arme contre l'injustice, que même à 70 ans, on peut encore se réinventer, encore se battre, encore gagner. Mes amis de cœur protégé sont devenus ma famille élargie. Nous nous réunissons chaque mois, partageant nos victoires et nos défis. Chaque femme sauvée est une victoire sur Thomas et tous les prédateurs comme lui. Ce soir, je me tiens à ma fenêtre, regardant Paris s'endormir. Quelque part dans cette ville, une femme seule cherche peut-être l'amour. J'espère qu'elle le trouvera. Le vrai. Celui qui élève, qui protège, qui respecte. Et si elle rencontre un prédateur, j'espère qu'elle pensera à mon histoire. Qu'elle se souviendra qu'on peut se battre, qu'on peut gagner. Que l'amour véritable ne demande jamais de sacrifier sa dignité, sa sécurité ou sa famille. Mon téléphone vibre. Un message de Martine dans notre groupe de discussion. Nouvelle victime sauvée aujourd'hui à Lyon.
elle a appelé notre ligne d'urgence à temps. Le prédateur a été dénoncé à la police. Je souris. Une de plus. Une vie sauvée. Un prédateur arrêté. Je réponds, excellent travail les filles. Une de plus que nous avons protégée. Les réponses affluent. Des émojis de cœur, de poings levés, de célébration. Nous sommes une armée maintenant. Une armée de femmes qui ont été brisées, mais qui se sont relevées, qui ont été victimes, mais qui sont devenues des protectrices. Je ferme mon téléphone et retourne à la fenêtre. La tour Eiffel scintille au loin, magnifique et éternelle. Paris continue de vivre, de respirer, indifférente aux drames individuels qui s'y jouent. Mais moi, je ne suis plus indifférente. Je suis vigilante. Je suis forte. Je suis prête. Et si un autre Thomas Beaumont essaie de détruire une autre femme quelque part dans cette ville, nous serons là. Cœur protégé sera là. Pour écouter, pour conseiller, pour protéger. Parce que c'est ce que nous faisons. C'est qui nous sommes devenus. Des survivantes devenues guerrières. Des victimes devenues voix. Des femmes qui ont transformé la plus grande trahison de leur vie en la plus grande mission de leur existence. Et ça, aucun prédateur ne pourra jamais nous l'enlever.